Parlons maintenant un petit peu de notre intervenant. Il s'agit donc de Bruno Mailleux. Bruno, vous avez 58 ans, vous êtes marié et vous avez 3 enfants. Votre parcours est franchement atypique parce que vous êtes devenu forestier il y a une trentaine d'années après avoir été flasheur à la Bourse de Paris. Bruno, vous jugez vous-même que ça a été une conversion gagnante. De fait, vous avez appris l'art du parfait forestier, notamment grâce à Michel de Vasselot, qui vous a accueilli en stage et que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir dans le cadre de ces webinaires. Et puis, vous êtes devenu expert forestier et vous êtes petit à petit spécialisé en foresterie urbaine et en audit forestier. Alors, vous êtes aujourd'hui dirigeant d'un bureau d'études sur l'arbre en ville qui compte 9 salariés. Ce bureau d'études, qui s'appelle Sylvavenir, annonce haut et fort que sa mission est de connecter les hommes et les arbres. Inutile de vous dire que ça nous a énormément plu, que ça a beaucoup résonné au sein du courant pour une écologie humaine, cette petite phrase. La vie d'un arbre dans une ville, alors là on est dans ma ville, là, derrière le buisson, dans les années 1900, voilà une plantation à l'époque, hein, vous voyez que le bitume n'est pas encore très installé, et puis ça grandit, on laisse grandir nos arbres petit à petit, on voit encore des voitures qui ont l'air avec des chevaux, et puis on voit nos arbres qui continuent de monter légèrement, ils ne sont pas trop taillés. Et puis ça grandit encore. Vous voyez, les arbres, on les laissait là, à cette époque-là, dans cette rue-là. En tout cas, on les a laissés monter. On devait tailler hein, sur les côtés. Et puis on est arrivé voilà, à voir des arbres très très hauts, en plein alignement, qui formaient des perspectives énormes. Et puis on a changé. Là, on est arrivé sûrement dans les années 1940, peut-être même un peu après. On voit ici les fils électriques, les poteaux qui commencent à arriver. Et on voit qu'on a commencé à tailler nos arbres, à les réduire. Et voilà aujourd'hui, ben, en 2024, le même arbre, hein, c'est exactement le même. Vous voyez, celui-là et celui-là, ce sont les mêmes arbres. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un peu des tailles architecturées, des marquises qui font bien leur job. L'arbre est toujours vivant, hein. Il grossit plus, mais il est toujours bien vivant. Il permet un petit peu de faire de l'ombrage, bien évidemment, mais il permet aussi de cacher les vis-à-vis des propriétés. Alors, on l'a traumatisé, cet arbre, c'est de le réduire aussi, de manière aussi importante. Mais aujourd'hui, on y trouve des cavités. Alors là, les spécialistes, les écologues seraient très intéressés par ce type d'arbre. Donc, on peut y trouver un intérêt. Pour nous, il est plus facile à gérer, ce qui permet de les tenir longtemps, longtemps, parce qu'ils sont courts. Donc en ville, c'est assez pratique. La prise au vent est faible. Voilà, on peut arriver jusqu'à des arbres comme ça. Ça, c'est mon arbre chouchou. Il est pratiquement intégralement creux, mais il tient toujours. Il continue à faire sa canopée. Pour moi, ce qui a été crucial, il y a deux choses qui ont été cruciales de l'intérêt de l'arbre ou de la nature en ville. La première, peut-être le réchauffement climatique. Le GIEC nous a informé que nous avons atteint un réchauffement climatique de 1,1. On aurait même touché le 1,5, mais il n'est pas encore validé. Et ce réchauffement climatique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ville, s'il est de 1,1 sur la planète, en ville, il est de 1,7. C'est 50% supérieur au réchauffement global. En ville, on peine beaucoup plus du réchauffement climatique. Et je pense qu'une des solutions, c'est une solution basée sur la nature, peut vraiment améliorer les choses. Peut-être un autre point en préambule comme ça, par rapport à la santé physique. C'est l'OMS qui le dit, que 25% de la population mondiale est en surpoids. Tout ce qui est voilà, parc, jardin, suscite l'envie de marcher, de faire du jogging, de courir. Tout ça va permettre en quelque sorte peut-être de diminuer nos problématiques d'obésité, nos problématiques cardiaques, etc. Et effectivement, on est notamment en France, hein, l'arbre était plutôt exclu et plutôt en dehors de nos villes. Aujourd'hui, pour l'introduire, il faut un certain nombre de choses. Je dirais peut-être une volonté politique. Il va falloir dépasser certains obstacles et ce n'est pas si simple. La pression démographique en ville est importante. Donc le logement prend une part très importante, le commercial aussi. Donc effectivement, il y a une volonté politique qui va devoir se mettre en place. Pour que la nature se déploie en ville, il faudra lutter contre quelques conflits sociaux. La perception de la nature fait encore un peu peur en ville. Je crois que les habitants ne sont pas toujours suffisamment informés des avantages et des bienfaits de l'arbre en ville. On pourra y revenir ensuite. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect de communication et je pense que sans engagement communautaire fort, la nature aura beaucoup de mal à s'installer de manière durable en ville.
À l'heure d'aujourd'hui, on a encore des difficultés. On pense nature, on pense encore beaucoup mobilier. En tout cas, en ce qui concerne l'arbre, on a souvent une image plutôt d'un mobilier que d'un être vivant qui peut vieillir, qui peut durer. L'introduction de la nature en ville, il y a un aspect très technique. Les espaces sont plutôt restreints aujourd'hui dans les villes. En dehors de la qualité des sols, qui n'est pas toujours idéale pour les arbres, c'est des sols qui sont bien encombrés, hein, réseau de gaz, réseau d'électricité, communication. On entend beaucoup de maires nous faire des projets de plantation, 1000 arbres, 10 000 arbres, 100 000 arbres. Je vous donne un exemple. Dans une ville, on venait d'inventorier leurs arbres. Il y avait à peu près 6 000 arbres. Le maire avait annoncé, alors je ne me rappelle plus très bien, mais autour de 1000 arbres de plantation. Et lors de l'inventaire, on avait 250 places de libre dans les aliments, des choses comme ça. La sécurité est un des facteurs importants parce que c'est vrai qu'avoir des arbres en ville, ça peut être inquiétant. Déjà, dans le constat aujourd'hui, pour sécuriser nos arbres, ce qu'il faut, c'est les connaître régulièrement. Il faut faire un contrôle, un suivi. La mise en pratique, c'est de faire des inventaires qualifiés pour bien connaître nos arbres, savoir de quelle essence il s'agit, leur diamètre, leur envergure, leur état sanitaire, leur état mécanique, leur état physiologique, la vitalité. Ce qui permet ainsi de pouvoir, nous, de projeter éventuellement des travaux de sécurité, s'il y en a besoin, qui peuvent être retirer un axe, un bois mort, par exemple, au-dessus d'une aire de jeu, des choses comme ça, et qui nous permettent aussi de mettre en place des programmes de suivi. Ça, c'est extrêmement important. En quelque sorte, c'est le contrôle technique de vos voitures. Un arbre sain, tous les 5 ans, on va demander à le revoir parce que la ville évolue, parce qu'il peut arriver des choses importantes. Les réchauffements climatiques que l'on vit, les étés très chauds, posent de vraies pressions importantes et on a des arbres qui, brutalement, aujourd'hui, peuvent dépérir et devenir, en quelque sorte, dangereux pour l'environnement. Le bon arbre au bon endroit, je pense que ça peut éliminer tous les problèmes, notamment de sécurité dont on est en train de parler. On a quelques arbres de très grand volume. Au-dessus de sa maison, c'est compliqué à vivre parce que le propriétaire a sans arrêt des problématiques d'aiguilles, de feuilles, de pommes de pin, de risques de branches qui tombent. Enfin voilà, tout ça, c'est assez lourd à porter. Le bon arbre au bon endroit, c'est on peut choisir des sujets de différentes hauteurs. Il y a des arbres qui peuvent être de 25-30 mètres, il y a des arbres qui peuvent être de plus petite taille. Donc, choisir déjà la bonne taille. Préférer, quand on choisit des grands sujets, de les avoir plutôt dans des parcs, plutôt dans des endroits, en tout cas, pas à proximité d'une façade, d'une maison. Et puis, donc, restreindre dès qu'il y a des cohabitations maison-façade avec des plus petits sujets. Ensuite, on peut aussi choisir la forme de la couronne. Il y a des arbres qui ont des formes de montgolfière, de parachute ou colonnaire, donc bien choisir. Et quand on a déjà bien choisi la hauteur, la forme de la couronne à l'âge adulte, eh bien, on évite les problèmes de sécurité, on évite les problèmes de taille. Dans tous les projets urbains, la plupart du temps, les spécialistes de l'arbre ne sont pas interrogés dès le début. On les interroge très tard, quand il y a le problème en réalité presque. Faire un projet urbain, c'est très technique et il faut plusieurs métiers. Il y a les métiers du sol, il y a les métiers de l'arbre, il y a les métiers de l'architecte, il y a des... Enfin, voilà, c'est une multitude de métiers. Mais nous, les spécialistes des arbres, de manière générale, on a été un peu oubliés au moment, au projet. Et je pense que là, on pourrait améliorer encore voilà, le bon arbre au bon endroit et des dépenses inutiles et des problématiques inutiles à venir. On a dans la tête qu'un arbre pas taillé est un arbre pas entretenu, où la taille lui fait du bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de délicat. La première chose qu'il faut vraiment bien poser, idéalement, un arbre ne devrait pas avoir de tronçonneuse. Quand vous taillez un axe d'un arbre, eh bien, vous l'amputez et lui, il fait juste l'effort qu'il faut, il va mettre toutes ses réserves pour refaire l'axe qu'on lui a coupé. On ne taille que pour une bonne raison. Et la bonne raison, pour moi, il y a bien sûr la sécurité. La cohabitation est une bonne raison. C'est-à-dire que si votre arbre pose des problèmes à la circulation, aux habitations, aux façades, il faut tailler. Là, c'est nécessaire. Mais au-delà de la sécurité et de la cohabitation, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de raison de tailler un arbre. Et vous ne ferez pas de bien à tailler un arbre. Voilà. Un arbre est extrêmement radin. Tout ce qu'il produit, il le fait parce qu'il en a besoin. Sinon, il ne fait pas d'axe.
Donc, quand vous taillez, vous taillez une branche ou vous taillez un morceau, c'est quelque chose qu'il avait produit parce qu'il en avait besoin que vous venez de lui enlever. Un arbre en ville, si je prends les moyennes, il faut que vous sachiez que c'est un arbre qui fait 25 cm de diamètre, donc c'est pas très grand, hein, et qui fait 10 mètres de hauteur. Et l'accès à l'arbre est toujours très compliqué. C'est une charge de couper un arbre et ça coûte cher et il faut l'évacuer, c'est difficile, on ne peut pas le couper de la même manière, ça vous l'imaginez bien que dans une forêt par exemple. Les bûcherons en ville n'existent pas. C'est un autre métier qui existe qu'on appelle l'élagueur. Donc là, c'est des personnes qui vont savoir grimper dans l'arbre et démonter l'arbre petit à petit en retenant la plupart du temps les branches, les axes, les troncs pour éviter des accidents au sol. Dans la valorisation, on peut peut-être déjà récupérer de la matière, la biomasse. On a de plus en plus de bois énergie, donc on pourrait peut-être imaginer des réseaux où il y a du bois énergie. Je vous ai dit le bon arbre au bon endroit, je vous ai parlé de hauteur et de dimension de couronne, mais je ne vous ai pas parlé d'espèces ni de variétés. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord qu'il faut planter des mélanges d'essences. Ça, c'est une base que l'on connaît en forêt très très bien. Le mélange d'essences, c'est la meilleure sécurité pour éviter les problèmes sanitaires, les problèmes même de réchauffement climatique. Plus il y a un mélange d'essences, meilleure sera la résilience. Pour notre nature urbaine, je pense que c'est exactement la même chose. On conseille nos clients de ne jamais dépasser plus de 20% avec une même essence, par exemple. Il faut mélanger les essences, essayer. Parfois, on se rate, mais il faut se lancer, se faire plaisir. Et les fruitiers sont les bienvenus. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, l'arbre, il causera toujours des problèmes quand même. Il faut qu'on accepte que parfois, un arbre, ça va suinter sur nos voitures et il y a des fruits qui vont tomber. Oui, ce n'est pas l'idéal. Il y a des allergies qui peuvent naître, des choses comme ça. Mais enfin, voilà, je pense qu'on a tout à gagner, même s'il y a quelques petites cohabitations délicates parfois, à planter toutes sortes d'arbres. Et vraiment, oui, les fruitiers sont très, très, très bienvenus, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que l'arbre remarquable? Il n'existe pas de définition véritable pour l'arbre remarquable. Bien souvent, c'est les dimensions qui nous intéressent. Ça peut être un petit arbre, mais qui a une essence tout à fait originale. Ça peut être historique. Pour ma part, la définition qui me convient le mieux, en tout cas, c'est un arbre qui vous procure une émotion. On peut en trouver donc en ville par sa forme, son originalité, quelques arbres qui parfois se faufilent entre les grilles, qui sont assez surprenants. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses et on en trouve régulièrement. Là, on est devant un arbre, c'est un tilleul, hein. Et vous voyez un peu les dimensions. Toujours pareil, on est en Île-de-France, proche de Méry. Les gens de la ville, ils sont très attachés, hein. Ça, c'est vraiment des repères, des marqueurs très, très forts quand on a des arbres comme ça. Un arbre n'a pas la même valeur, notamment écologique, par exemple, quand c'est une jeune plantation que quand c'est un vieil arbre très mature, où là, il abrite énormément de faune, d'insectes et de choses comme ça. Il y a différents choix. Donc, si on veut avoir au moins un certain nombre de grands arbres, de gros sujets qui puissent durer, voire des arbres remarquables, eh bien, il faut qu'ils soient adaptés. Donc, le sol est extrêmement important. Aujourd'hui, on commence à voir énormément d'endroits où on déperméabilise, où on enlève le bitume, on crée des fosses beaucoup plus grandes. Donc là, vraiment, les villes voilà, commencent à... Il y a des chartes de l'arbre qui indiquent vraiment clairement qu'il faut des fosses adaptées. On ne peut pas partout avoir des très grandes fosses, ça c'est pas possible. Il y a des endroits où les rues sont étroites, où les trottoirs sont étroits, la cohabitation. Donc là encore une fois, le choix, le bon arbre au bon endroit. Alors les plantations aujourd'hui, on fait souvent le choix en ville de plants qui ont déjà une bonne 10, 15, 20 ans. Et c'est plus difficile, mais il y a la plantation à racines nues qui pourrait être une vraie solution aussi, plus durable. On dit souvent qu'en plantant des arbres un peu âgés, là, les racines qu'on leur apporte ne sont pas très efficaces. Et en quelque sorte, on plante des petits vieux très vite. Ils végètent, c'est compliqué. Tester le racine nue, le développer, le protéger, alors c'est un peu compliqué, il faut de la patience, mais ça peut peut-être permettre des arbres un peu plus durables, un peu plus efficaces, plus robustes. Alors, racines nues, c'est des arbres, grosso modo, qu'on a retirés de la pépinière, mais qui sont très jeunes, hein, qui ont entre 2 et 5 ans. Donc l'arbre va s'adapter, il est plus jeune, plus dynamique, il va vite s'adapter dans son sol.
Quand on prend un sujet qui a déjà 15-20 ans, quand on le sort de la pépinière, on lui a coupé énormément de racines. Donc, il a déjà une difficulté, c'est de recréer les racines qu'on lui a coupées. Ils arrivent en motte, c'est des grandes, hein, vous voyez parfois des grosses mottes arriver. Et là, on replante un arbre, mais qui a déjà beaucoup souffert au niveau de son système racinaire. Alors, on a beau l'implanter, mais les racines ne font pas de miracle. Elles ne peuvent pas toujours se reproduire dès qu'on a taillé un peu fort. Donc, c'est un peu la différence. Pour moi, l'arbre mort, on le dit en rigolant, mais c'est vraiment l'arbre le plus vivant parce que c'est un abri pour les insectes, pour les mammifères, pour les oiseaux, pour les pivers, les chauves-souris. Enfin là, les écologues pourraient vous en parler beaucoup mieux. Donc vraiment, ça a son importance. En forêt aussi, hein, on faisait à une époque des forêts beaucoup trop propres et on nous demande maintenant de laisser une quantité de bois mort, de biomasse pour que voilà qu'elle nourrisse toute la cohorte animale hein, qui doit être là pour que ça soit résilient tout ça. Donc en ville, eh ben, il faut qu'on relève le défi. On peut laisser, alors quand il y a des gros arbres, laisser des totems au lieu de les enlever complètement. Donc là, on peut avoir des chouettes, on peut avoir toutes sortes d'animaux qui peuvent s'installer à l'intérieur. Donc voilà toute la valeur que l'arbre mort peut produire. Oui, oui, il a vraiment son intérêt chez nous. Alors maintenant, pareil, ça va demander de la communication, hein. On ne peut pas faire ça n'importe où. Mais voilà, on est dans l'ère de la communication, on commence à savoir faire. Et les villes commencent aussi à bien s'adapter à ça et pouvoir communiquer. Pourquoi j'ai laissé un tronc mort comme ça au milieu? Eh bien, c'est parce qu'il est bien plus vivant que quand il était vivant. Enfin, voilà. La ville, le territoire d'une ville, à peu près, hein, c'est 30% qui appartient à la collectivité, 70% qui serait du terrain privé. C'est à peu près, étonnamment, comme la forêt française, hein. La forêt française, c'est 30% qui appartient à la collectivité et 70% qui est privé. Une des actions que chaque propriétaire peut faire, c'est de planter chez lui un arbre, plusieurs, s'il a de l'espace, planter le bon arbre au bon endroit. Je pense que les politiques pourraient encourager ces plantations par des aides peut-être financières, mais même ne serait-ce peut-être que déjà techniques, de formation, de choses comme ça. Et puis peut-être les projets communautaires. Les gens se rencontrent, parlent, les jardins partagés, toutes ces petites choses-là, je crois que ça peut être extrêmement efficace. Il y a Copenhague qui, eux, ont décidé d'atteindre l'équilibre en 2025. Et je crois qu'il y a des toitures végétalisées obligatoires. Les fermes urbaines sont véritablement très intenses. Au-delà d'ailleurs de produire local, de tenter de produire, il y a aussi des intérêts communautaires, de se réunir, de se rencontrer. Il y a des engagements très forts. Je pense à Melbourne aussi, qui s'est engagé à doubler leur indice de canopée. En fait, c'est la projection de l'ombre au sol, hein, et quand on réunit tous les arbres les uns à côté des autres, ben, quelle surface ça représente? Et on le divise par la surface que l'on analyse. Ça peut être une ville, une rue, un parc. Il y a des villes comme Melbourne qui ont un indice de canopée de 22% qu'ils annoncent. Ils veulent atteindre 40% d'indice de canopée en 2040.